Bonjour Laurent, merci de venir dans cette émission off pour enchaîner cette saison 2. Bonjour, bonjour Alex, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que je suis là. Alors en saison 1, j'ai eu le plaisir, l'honneur d'échanger avec Nicolas Mestre, arbitre. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Yann Fontenot, formateur. Le plaisir d'échanger avec ton fils, Victor, qui est joueur encore en activité et qui détient encore ce record de précocité en première division, en Pro A. Et aujourd'hui, je vais avoir l'œil du coach dans l'émission et on en avait parlé lors de la saison 1, donc je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui afin de parcourir quel est le quotidien d'un coach et de pouvoir l'exposer aux gens, leur faire comprendre aussi quelles sont à la fois les choses positives du quotidien, mais aussi les contraintes de ce statut. Est-ce que tu peux te présenter pour le grand public? Bien, donc je m'appelle Laurent Mopsus, j'ai 53 ans bientôt. Je pense que tu connais très bien la date. Euh, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Sérignac-sur-Garonne, à côté d'Agen. Pardon. Et j'ai commencé le basket très tôt, à 8 ans. J'ai joué, je pense, jusqu'à l'âge de 32 ans. J'ai été champion de France à la sélection régionale d'Aquitaine à l'époque, 2 fois, avec sous la houlette de Bernard Gava, qui était notre coach, et Jean-Paul Cormy. J'ai eu la chance d'être sélectionné à l'INSEP, donc en équipe de France U15 en 88. Et ensuite, j'ai fait une carrière vers Valence Condon avec des coachs réputés comme Yves Baraté. Ensuite, je suis revenu sur Agen puisque ma maman trouvait que j'étais pas très grand. Elle avait raison, un petit peu moins de 1,80 m. Donc j'ai assuré mes études. Donc j'ai une maîtrise d'entraînement au niveau, ce qui m'a permis de mener à la fois ma carrière de joueur professionnel et d'assurer mes arrières en tant que professeur de PS pendant 10 ans à la Chambre des métiers d'Agen. Ça, c'était une première phase de parcours. Et puis, comme je suis toujours en recherche et en développement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai obtenu le diplôme d'État professionnel de basket, où je fais une majeure de promotion, ce qui m'a permis d'être capté très tôt par Paula Cortez en tant qu'adjoint de Didier Gadou de 2004 à 2009. J'ai été l'adjoint de Gordon Herbert aussi, qui est champion du monde à l'équipe d'Allemagne, qui est mon mentor d'ailleurs. Et puis après, je suis parti dans le Pas-de-Calais pour un projet à Liévin de monter en Pro B. Et puis, il était temps de faire une petite parenthèse à partir de 2012, parce que Victor, mon fils, qui a 26 ans, puis j'ai 2 filles, Gloëve et Joannaë. En fait, mes enfants sont partis dans le milieu du basket aussi, pour le régionaux, et avec mon ex-femme, on s'est dit, mais attends, si je continue ma carrière de coach pro, je ne vais jamais voir mes enfants. On va être une famille, on va dire, pas dire éclatée, mais une famille de parents, c'est-à-dire entre parents à distance, ce qui est pas si évident que ça. Donc j'ai mis entre parenthèses ma carrière de coach pro pour revenir à Lot-et-Garonne et me consacrer à partir de 2014 à une activité entrepreneuriale qui est dans le coaching sportif en entreprise, où j'étais 8 ans coach sportif des vignerons de Buzet. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et j'intervenais en entreprise, en management d'entreprise. Donc ça, c'était mon activité prioritaire d'indépendant qui me permettait d'aller voir Victor à Chalon et l'OEV aussi. Donc c'était à 650 km. Prenais des temps de congé toutes les 3 semaines pour aller les voir. Et puis, donc ça m'a permis aussi de m'engager, puisque j'ai été sollicité par des clubs du Lot-et-Garonne et de m'engager au comité de Lot-et-Garonne de basket, pour lequel j'étais président pendant 8 ans. D'accord. Et ensuite, sur mon arrivée sur Toulouse, moi, j'ai redéveloppé des activités aussi. Et puis, j'ai eu la chance d'être recruté par le Stade Toulousain pendant 2 ans, en N1, où j'ai pu contribuer
à transmettre ce que je suis moi en tant que coach, en tant que manager, mais aussi une belle parenthèse, c'est peut-être pas le bon mot, mais de pouvoir coacher son fils à haut niveau, ce qui était son rêve, et ça il me l'a avoué au moment de l'entretien, je ne savais pas, mais je l'avais déjà entraîné lorsqu'il était tout petit à Pau, lorsqu'il était U9. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis donc j'ai terminé ma mission en juin à Stade Toulousain. Je suis pleinement aujourd'hui dans mes activités entrepreneuriales, coaching sportif, intervention dans des facs, auprès de bachelor. Voilà. Donc j'ai toujours anticipé et je me suis toujours appuyé sur des activités d'entrepreneur depuis 2014, puisque c'est un métier où on signe 2 ans par-ci, 3 ans par-là. On est en fin de contrat, eh bien voilà, ces activités m'ont permis de rebondir et aussi de pouvoir l'été, de construire des camps de basket. Victor, qui est le co-concepteur avec moi depuis 12 ans maintenant. Ça va être la 12e année où on organise des camps. Donc voilà, j'ai plusieurs activités qui me permettent de partager ce que je suis, de partager mon monde managérial, de partager comment je vois l'aspect de l'entreprise et comment le manager, surtout avec une vraie dimension humaine au centre. Et donc voilà, je suis bien occupé et voilà, je crois que j'ai fait le résumé. Justement, c'est ce que j'avais sur le bout de la langue, c'est que c'est un résumé qui est extrêmement chargé, puisque tu as eu énormément d'expériences à partager. Et maintenant, on va décortiquer. Donc, d'où te vient cet amour pour le basket déjà, premièrement? On va revenir sur l'enfance. Ouais. Dans quel environnement tu grandis? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui aiment ce sport autour de toi? Et qu'est-ce qui fait que ça devient à la fois ta passion et à terme un métier? Qu'est-ce Alors, qui te traverse? mon papa était sportif puisqu'il était dans les commandos, était militaire dans les commandos. Ma mère était aide-soignante et je viens d'un petit village où, à l'époque, on jouait dans la cour de récréation, il y avait un terrain de basket et mon instituteur de l'époque, Monsieur Labarbe, était l'entraîneur de basket des équipes Poussins. Voilà, c'était Poussins à l'époque. Et un jour, il m'a convoqué dans son bureau, m'ayant vu jouer ça s'appelait la Touffe, c'était le surnom de la de petit terrain de l'école à laquelle j'étais. Il m'a dit, écoute, je trouve que tu te débrouilles bien, ce serait bien que tu viennes faire un entraînement. Et puis en fait, j'ai tellement aimé que voilà, tous les jours, on s'entraînait sur le terrain de basket de l'école et lui m'a amené ce goût de pouvoir m'éclater avec des copains. Bon, c'était à l'époque, il y avait que le basket dans le village, un petit peu de tennis aussi, j'ai fait un petit peu de judo, mais petit à petit, on était un club, les Lilas Sérignacais, qui existe toujours d'ailleurs, un club qui était référence dans le Lot-et-Garonne. Il y avait des beaux petits derbies avec Marmande, Agen, etc. Et on avait une belle petite équipe, donc on jouait les titres départementaux tous les ans. Et puis, petit à petit, comme je disais, j'ai fait les sélections départementales avec Pierre Ménespillier, et puis on passe des échelons, puis on, il y a des équipes régionales qui arrivent, et puis on est champion de France, etc., etc., où on avait une doublette d'arrière. J'étais avec Fred Fautou, qui s'est entraîné dans l'équipe de France. On était tous les deux les meneurs de cette équipe-là. Et je me rappelle des moments épiques au Temple-sur-Lot, où ces finales, les phases régionales et les finales se jouaient là. C'était vraiment extraordinaire. Donc c'est venu par mon instituteur qui était l'entraîneur des Poussins de l'époque et qui m'a accompagné dans ce club-là, les Lilas Sérignac. Ce qui est assez fréquent finalement, c'est d'avoir une rencontre avec quelqu'un qui impulse à une passion, qui impulse à une révélation et qui pousse peut-être les talents à se développer. Et c'est ce que tu as certainement ressenti à ce moment-là, toi. Ah oui, clairement, et c'était quelqu'un qui m'a marqué parce que je le respectais, c'était mon instituteur, donc il y avait cette forme de respectabilité. Alors je vais pas dire de hiérarchie, mais à l'époque un instituteur, c'est l'instituteur. Voilà, c'est la personne qui nous enseignait plein de choses.
Et bon, il se laissait pas faire, donc il est vraie autorité. Et moi, ça m'allait. Je pense que c'est la touche de mon papa qui est militaire, où j'aime bien les choses qui sont droites et qui Mm. avancent. Et donc, je me suis reconnu dans, je dirais, au-delà du jeu, Dans dans son approche. son approche et une personne qui m'a, ben ouais, qui a mené un cadre qui était, où on pouvait s'épanouir avec des règles qui étaient claires et toutes simples, avec des valeurs. Donc ça, ouais, je pense que c'est venu là. À quel moment un jeune homme qui s'éclate dans la cour avec ses copains, qui commence à prendre sa première licence, à s'éclater en tournoi, à avoir ses premières victoires et ses premiers objectifs de première place en championnat, à quel moment il se passe quelque chose de là-haut et qui fait qu'on pousse le bouchon pour essayer de toucher du bout du doigt une carrière d'un sport tel que le basketball? Alors, je pense que au départ, c'est lié à un petit peu mon profil, c'est que je fais les choses vraiment à fond. Et donc, mon engagement sur le terrain était total. Je courais partout. Je n'étais peut-être pas plus grand que les autres, mais par contre, ouais, il y avait une intensité qui était là, qui était présente. Et finalement, c'est lié aussi avec les résultats de mon club, les résultats en sélection départementale. Et petit à petit, on se prend au jeu parce que ça devient bah, une, pas une compétition avec soi-même, mais une compétition aussi avec les autres, puisque on a envie d'être le meilleur. Et quand on se retrouve dans des tournois régionaux où on voit des joueurs d'autres régions et on se compare à eux. Je te compare un peu, ouais. Forcément, Bien sûr. l'essence même du sport aussi, au-delà du dépassement de soi et de cet aspect collectif. Et donc, c'est venu petit à petit, en fait, avec les résultats de l'équipe, puisque on a eu deux titres de champion de France qui avaient permis de pouvoir après rentrer à l'INSEP. Donc en fait, c'est un tout. C'est à quel moment c'est avec les résultats de l'équipe, quand on voit les entraîneurs nationaux qui viennent regarder les matchs, qui viennent regarder les tournois, on dit tiens, il y a une forme de pression intérieure. C'est dit bon, Ouais. il faut que je sois présent. Et puis on voit qu'on peut, voilà, qu'on est peut-être pas plus fort que les autres, mais que c'est pas Mais on loin. est à niveau, quoi. Ouais, on est Voilà, à niveau. il Ouais, y a un ouais. niveau qui part du niveau départemental, régional, et puis sur le plan national, tu dis, ah tiens, le niveau il monte, mais je suis dans les clous. Ça vient comme ça. Et donc on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors bien sûr, avec une sensibilité de jeune garçon, avec du stress, avec intérieur, avec est-ce que j'étais assez droit, etc. Ouais, il y a vraiment, je me rappelle comme si c'était hier, à tous les moments quasiment de compétition où il y avait des enjeux, quoi. Donc là, tu arrives à l'INSEP. Tu as quel âge exactement? J'ai 15 ans. 15 ans. 15 ans, ouais. Et comment se passe ton départ? Parce que j'imagine que c'est à la fois un rêve d'adolescent. Tu prépares ton baluchon, tu pars à l'INSEP. Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que on essaie de te retenir ou au contraire on te pousse à ça? Alors, non, c'était mon rêve. Alors, je me rappelle comme si c'était hier, puisque je me revois avec mon père, mon papa, on prend le train d'Agen pour monter à Paris. Euh, avec le recul, c'est un moment fort parce que c'est un moment où je quitte pour la première fois le cocon familial. À l'époque, 15 ans, c'était tôt. Puis en plus, moi, Mhm. je suis né en fin d'année, je suis né en décembre, donc bon, voilà. Ça a été un moment qui était très difficile pour moi parce que comme tout enfant ou ado, même Ouais, 15 ouais, ans, ouais. dans un petit village de 1500 habitants avec les copains, etc., etc., on se retrouve tout d'un coup propulsé dans une sphère, Paris, la capitale, on s'en fait des tonnes et des tonnes. Donc, mais Vincennes, c'est vraiment un endroit qui est génial. Donc, ouais, c'est une vraie rupture. C'était le premier moment où je partais. J'ai une sœur aussi, donc on quitte son cocon familial pour voilà un vrai changement. Et puis bon, Paris, c'est pas la porte à côté quand même. Non, à l'époque, puis même d'Agen, de toute façon, c'est en termes de distance, c'est assez costaud. Puis à l'époque, il n'y avait pas toutes les lignes LGV de Bordeaux, par exemple. Tu aurais pu prendre un Bordeaux-Paris C'est clair. qui aurait raccourci les distances et le temps.
Les premières semaines là-bas, tu te retrouves seul ou tu retrouves des connaissances, des gens avec qui tu as pu jouer ou avec qui tu as eu à être confronté lors de certains matchs notamment? Oui, donc heureusement, on se retrouve avec des joueurs qu'on a affrontés des sections régionales et qui on a sympathisé. J'étais en chambre avec Fred Fotux. Donc, ce qu'il y a de chouette, c'est que on s'imagine un fonctionnement tel qu'on le connaît, hein, c'est avec des cours, des entraînements, mais tout était organisé pour que on puisse être performant des deux côtés. Donc, moi, j'étais en première S lorsque j'étais à l'INSEP, j'étais un bon élève, je suis resté d'ailleurs, et donc tout était aménagé pour qu'on puisse vraiment dans les conditions idéales. En gros, une journée, c'est quoi? On était dans un bâtiment, tous, avec différents sports. Je pense que c'est la période de Jean Galfione, etc., qui ont pu, Berchis, etc. Et donc, en fait, on avait le petit déjeuner dans le même bâtiment, et puis on allait en cours dans le même bâtiment. Les profs venaient sur place prodiguer des cours, donc de 8 heures à 10 heures. 10 heures midi entraînement. On mangeait à midi, 14 heures, 16 heures, on avait cours sur place et on allait s'entraîner. On avait tout sur place. On allait une seule fois au collège dans Paris pour être aussi en contact avec d'autres élèves, mais c'était top. Moi, je me rappelle de temps où quand il faisait chaud, on allait en cours en, je sais pas, moi, en short et un t-shirt, quoi, en tenue de sport. En fait, c'est Une vraiment bulle. tout organisé pour que il y ait ce vrai équilibre et que ouais, les profs sont à notre disposition, vraiment. Mais je vois pas comment ça pouvait fonctionner différemment. Voilà. Donc, En fait, cette recherche de l'adaptation, performance à l'époque, malgré le jeune âge des élèves qui constituent cet institut, il y a une recherche de performance qui vous prépare, j'imagine, à ce qui se passera le jour où vous rentrerez dans le monde professionnel. et- exactement. Alors, qui nous prépare, je pense qu'il nous coucoune aussi, quand même. Ouais, ouais, Parce qu'en fait, en tant qu'ado, on se dit, mais ouais, quand je peux dire, partager ça avec des étudiants aujourd'hui qui ouais. sont en première, on dit, mais moi, j'allais en cours en t-shirt et en claquette parfois. C'est vrai qu'avec le recul, je dis, waouh, c'était top quand même. C'est En un fait, on autre monde, retenait hein. ça parce qu'on était dans un confort où on était dans un milieu sportif, quoi. Bon, on n'était pas tout en claquette, hein, je disais pas ça pour ça, mais on est allé en survêt, en t-shirt, en short, on était vraiment c'est le milieu scolaire qui venait à nous et qui Ouais. venait s'intégrer dans notre parcours de performance, de futur ou d'ambition de joueurs de haut niveau. Et ça qui était très agréable. Et puis le week-end, alors à l'époque, on jouait en National 4, je crois, en National 3, je sais même plus. C'est la génération de Stéphane Rizaché, etc. Et puis on jouait le week-end. On rentrait très peu. Je pense qu'on rentrait sur les petites vacances entre elles. Voilà, à la Toussaint, à Noël. Et moi, je me rappelle, c'était dur pour repartir après, hein, de repartir C'est parce ça, que hein. ouais, c'était très 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 dur. Ah ouais, je pleurais comme une madeleine. C'était dur, dur, mon Dieu. Et en interne, parce qu'il y a beaucoup de plaisir, on apprend énormément avec des gens qui sont là aussi pour nous inspirer et nous élever dans notre art. Euh, mais comment ça se passe entre vous, en fait, avec les autres élèves? Est-ce qu'il y a tout de suite ce côté, on est une équipe et on va aller atteindre nos objectifs personnels au travers de l'équipe? Ou est-ce qu'au contraire, à l'époque, il y avait cette forme de concurrence entre vous qui pouvait créer certaines crispations? Oui, bah, comme dans toute équipe, mais je pense que je suis d'une génération où l'aspect collectif passait en premier. Donc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on mouillait le maillot d'abord. Et ensuite, on pensait à nous. En tout cas, j'étais formaté comme ça. Bon, j'ai évolué aussi parce que plus on monte dans la concurrence, il faut aussi, il y a effectivement, on peut avoir des crispations pour gagner sa place. Bien sûr. Et puis, je pense que l'équipe, elle était constituée de telle manière qu'il y avait une hiérarchie et que tout le monde arrivait à trouver sa place. Alors, évidemment, on aurait aimé tous marquer 20 points, prendre 10 rebonds mais tous les joueurs n'avaient pas cette capacité à le faire. Donc automatiquement, la hiérarchie, elle était naturelle et je pense que l'équipe, elle était constituée de telle manière qu'on puisse être complémentaires et que chaque personne puisse se trouver aussi un espace d'expression. Bon, c'était le tout début de l'INSEP, je pense que c'était la
deuxième promo des équipes de France de basket. Donc oui, c'était complètement différent. Après, c'est une autre génération. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on aime se montrer. Il y a beaucoup le jeu au travers de. Quand je dis le jeu, c'est J-E. Oui, ouais, j'ai eu, comme tu l'as dit. Dans le jeu J-E-U, il y a Mhm. beaucoup de jeux et j'imagine que ça s'est accentué de plus en plus. L'aspect collectif d'avant, en fait, est devenu effectivement petit à petit un peu plus individuel, quoi. Alors là, c'est plutôt le manager qui va prendre la casquette, mais effectivement, avant, le collectif passait en premier. D'accord? Donc, on mouillait le maillot. C'est pour ça que certains coachs de ma génération qui n'ont pas été formés au management ont du mal à se retrouver dans les nouvelles générations où la construction des projets est ainsi faite que le projet individuel doit avoir du sens dans le projet collectif pour que l'individu avance. C'est ce qui a changé. Donc la pyramide, elle est complètement inversée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le collectif et puis on tendait vers le jeu individuel. Là, aujourd'hui, c'est voilà, il faut construire un projet individuel qui ait du sens pour l'individu dans le collectif pour que ça fonctionne et que ça ait du sens dans le temps. Puisque on nourrit des égos. Bien Et sûr. c'est toute la dimension et toute la complexité, mais aussi le charme de manager pour défendre un collectif et amener des individus à s'impliquer dans un collectif et en être Et être performant, quoi. concernés. Ouais. Voilà. Ouais. Les années INSEP durent combien de temps exactement? Pardon? Les années INSEP, ça dure combien de temps? Alors, moi, j'y suis resté une année. Ouais. À l'époque, c'était un an. Aujourd'hui, les joueurs ou les joueuses peuvent y rester plus d'un an jusqu'à y passer le bac. Donc, j'ai passé juste le bac de français. Donc, c'était une courte parenthèse parce que ça passe vite, hein, mine de rien. Euh, on a quand même un emploi du temps qui est tendu, hein, même si j'ai expliqué que l'environnement était très propice, mais bon, vous levez le matin, c'est non-stop, hein. 8h, 10h les cours, vous sprintez, vous allez vous entraîner, vous mangez, vous allez en cours, vous rentraînez, puis après, le soir, il y a les devoirs. Donc, par rapport à... pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on pourrait croire que c'est un environnement où c'est facile, mais en Ouais, fait, une c'est colonie très de dense. vacances, mais pas du tout, quoi. Ouais, c'est très dense. Et puis, Hmm. moi, je me rappelle, j'étais en première S aussi, ce sont des filières scientifiques. Euh, ouais, on avait quand même moins de cours que des étudiants ou des élèves de première normaux. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'avec moins de cours, il fallait Ouais, condenser le programme, l'apprendre et être efficace. Alors, on avait le bac de français comme tout le monde, hein. Donc, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ouais, ça, c'est complètement. ça. En fait, c'est un parcours à tous les niveaux, de haut niveau, parce que c'est dense et que ben, par cette densité, tout le monde ne peut pas réussir et tout le monde a ses moments d'adaptation, voilà, de réussite et de performance. Après les années INSEP, donc tu rentres dans un processus de joueur professionnel dès lors que tu es majeur ou ça prend du temps? Comment ça se passe les premiers contrats, comment tu le vis tout ça, toi? Alors, déjà, quand je rentre de l'INSEP, je me rappelle, j'ai souffert à distance. Je me rappelle que je suis à deux doigts même de revenir à mon club d'origine. C'est Rignac-sur-Garonne. J'ai mes copains, je me revois, j'ai des moments où c'est très difficile. Et puis j'ai deux choix, quelques choix qui s'offrent à moi. Un, c'est Orthès à l'époque, pour la petite histoire qui voulait me prendre en espoir pour 3 années. Et ma maman, elle initie quelque chose qui n'existait pas, qui pouvait ne pas marcher à l'époque. C'est-à-dire que, en fait, on a une valeur marchande sortie de l'INSEE. Quand vous signez 3 ans en espoir, après, c'était comme ça. Votre valeur marchande, elle augmente d'année en année. D'accord? Et ma maman, elle me dit, Laurent, écoute, partir 3 ans, écoute, je vais proposer au club de signer un an, plus un an, plus un an. Et si ça se passe mal au bout d'un an, je te rachète. Je valais 15 000 francs à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est rien du tout, mais, et donc,
Le, Oh, il y a eu le, l'inflation quand même entre-temps. Et le passage à l'euro, Aujourd'hui, enfin. là, maintenant, c'est bon, c'est accessible. Et, euh, et donc, bon, Orthez refuse. Voilà. Donc, je me rappelle, Évreux était intéressé, puisque bon, quand vous sortez de l'INSEP, voilà. Et je suis sollicité dans sa deuxième division pour Valence Condon, qui était coaché par Yves Baraté, qui était le coach de la ZEL plus tard. Donc là, on est dans les années 88 à 92. Donc, je signe 3 ans, je suis resté 4 ans à Valence Condon, en fait. Donc, je sors de l'équipe de France, je reviens dans le Gers, enfin, je reviens à côté du Lot-et-Garonne. Et je découvre un autre club. C'est pas loin de chez moi quand même, puisque c'était à peu près, allez, 45 minutes de chez moi. C'est pas le même département, donc peut-être aussi, il y avait cet Occitan aussi peut-être déjà naissant et je me suis reconnu. Donc j'ai passé 4 ans où je passe mon bac que j'obtiens et je me prédestine à des études en parallèle de professeur de PS. Donc, je passe le concours d'entrée à l'Université de Toulouse. Euh, Mon parcours, il a été... j'ai fait preuve de résilience parce que je m'entraînais à Valence-Condon et je partais à Toulouse faire mes études. J'étais étudiant là-bas, donc je m'entraînais 3 fois par semaine. Toulouse-Valence-Condon, je fais pas de dessin, c'est plus d'1 heure sur les horaires de pointe, etc. Rentrer tard. Donc à l'époque, c'était ça. Il y avait, si on voulait, voilà, j'avais décidé en parallèle d'assurer mes arrières. Donc, je me rappelle des semaines terribles où, euh, par exemple, je faisais 10 heures de natation, parce que c'était cycle natation, 10 heures de natation, et enchaîner les entraînements, 10 heures de gym. C'était chaud. Et puis, bon, on partait en bus, je jouais à Grafenstaden en Alsace. Enfin, il fallait avoir la santé, quoi. C'était ça. Avec le recul, honnêtement, je le ferais pas. Mais c'était comme ça et il n'y avait pas le choix. Donc, au bout de 4 ans, la fatigue aidant, j'ai décidé de redescendre encore de niveau parce que il fallait que je fasse un choix. Puis, j'étais en licence STAPS. Et je voyais que j'avais du mal À à concilier les combiner deux, les quoi. deux, être performant sur le terrain, de manière régulière surtout. Et il a fallu faire un choix. Donc, j'ai fait ce choix-là de mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle, entre guillemets, devenir semi-pro. Donc, je suis sollicité par AGEM, du coup, je reviens un petit peu chez moi, qui sort d'un dépôt de bilan, c'est en Pro B, le Lot-et-Garonne Basket Club, et ils repartent en National 4. Moi, ça me permettait de faire un focus études. Le club avait des ambitions de monter, donc j'y suis resté 10 ans, on est monté jusqu'en National 2. Et moi, ça m'a permis de faire ma licence, ma maîtrise. Donc j'ai switché, je suis parti à Bordeaux pour faire tout ça. Et de sécuriser un petit peu Ton mon avenir, quoi. parcours. Je pense qu'avec le recul, j'avais été tellement marqué de partir très loin de chez moi que peut-être que en revenant à Gênes, pas très loin, une assurance, etc., jouer au basket avec peut-être pas les potes, mais parce qu'on était ambitieux, mais parce qu'on a fait des montées successives. Euh, une belle salle, hein, une salle de 2500 places, c'était ça. Donc j'ai sécurisé ce parcours-là. J'y suis resté 10 ans. Ça m'a permis de passer mes diplômes d'entraîneur, donc BE1 à l'époque, DE professionnel de basket en 2001 où je finis ma genre de promotion. Et il se passe en moi une vraie évolution en tant que joueur. Donc des études de coach pro. Ça vous change un homme quand même. Ça vous change une réflexion de joueur surtout. Et petit à petit, j'ai senti que je devenais coach dans ma tête. Mm. Donc ça, on est en 2001. Et c'est pas un hasard, c'est arrivé en 2001 que j'obtiens ce diplôme-là avec les choses sciences, parce que euh, Victor naît en 1999. Et j'ai une grosse blessure en janvier 2000, je me pète les croisés. Donc je fais une grosse rééducation.
petit peu trop rapide aussi, puisqu'au bout de 4 mois et demi, je recours. Mais j'ai fait une rééducation à l'ancienne, hein. Donc, quand je reviens au CERF de Cabreton en renforcement et ils ont eu méché ma moteur, je me dis, mais comment t'as fait ta rééducation? Parce qu'en fait, je me rappelais pas, mais je boitais. En fait, je recourais j'ai recouru très tôt, mais je boitais. Donc, bon, la rééducation se fait. Et là, il y a une vraie réflexion en moi, parce que je deviens coach dans ma tête, et mon exigence, elle évolue vis-à-vis de mes coéquipiers. Et elle évolue, je vais dire, dans le bon sens si j'étais coach, mais le joueur que j'étais devenait trop exigeant vis-à-vis de ses coéquipiers. Et là, ça a commencé à germer dans ma tête, tant et si bien que en 2003, je décide d'arrêter. Je suis trop exigeant, je suis pas à ma place, je suis plus totalement joueur, pleinement joueur, je Ouais, suis ouais, ouais. coach. Bon, et donc, Il y a cette bascule, tu prends conscience de cette bascule parce qu'au fond, elle t'appartient. C'est ta destinée à un moment donné de passer de l'étape et de la casquette du joueur à l'entraîneur. Et c'est vrai que de faire un peu les deux, c'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup qui ont essayé dans de nombreux sports collectifs mm, 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 et c'est mm. quelque chose qui est pas facile à gérer. Alors, c'était pas une idée de se positionner par rapport à des joueurs ou avec des joueurs avec qui on avait joué. C'était vraiment, je devenais trop exigeant. Trop exigeant par rapport au joueur national 2 et par rapport à ce qu'était le niveau. Mais peut-être c'était déjà une alerte dans ma tête et je vais aller chercher beaucoup plus haut. Donc, c'était plutôt dans ma relation avec les autres, dire je suis fier de cette lucidité. Bon, j'aurais pu jouer 8 ans de plus qu'à 40 ans, c'était pas le débat, mais je voulais pas. La personne que j'étais devenu, le coéquipier que j'étais en train de devenir ne me plaisait pas. Donc j'ai dit stop, c'est plus mon endroit et je vais passer à autre chose. Donc je suis professeur de PS en parallèle à la Chambre des métiers d'Agen. Et puis j'ai un petit coup de téléphone de ton là on est en 2003 de Langon. Donc c'est la banlieue bordelaise. Il me dit écoute, on aimerait bien que tu viennes nous entraîner sur National 3. Bon, voilà, j'avais mon poste de professeur de PS en parallèle. Je dis bon, voilà, je fais une année en National 3. Et à la fin de cette année, on est en cours en mars. Je reçois un coup de téléphone de Didier Gadou, qui joue le titre avec Portes. Il me dit, voilà, Jackie Comer, mon adjoint, part à l'INSEP, justement. Et j'ai besoin d'un profil comme le tien, préparation physique, capable de tenir des cahiers d'entraînement, scouting, etc. Mais on est en mars. Midi, par contre, on a un titre à jouer et je ne pourrais pas valider ta venue maintenant, d'une part, et d'autre part, sache qu'il y a beaucoup de candidats qui ont postulé ben, pour ce poste d'adjoint. Et je sais pas quelle mouche me prend. Je lui ai dit, écoute, passe-moi le numéro de Pierre Séan. Je vais l'appeler. Je sais pas, c'est vraiment culotté, puisque Pierre Séan, c'est le Michel Aulas du foot, quoi. C'est le président emblématique. Je prends mon téléphone, je me rappelle, c'est un mercredi. Je prends mon téléphone, et j'appelle Pierre Séan, le président de l'ELAM, Paula Cortés. Et je dis, voilà, bonjour président. Je sais que vous avez beaucoup de candidats à ce poste-là, mais j'ai eu à peine le temps de dire mais, et il me coupe la parole, de nerfs tranchés. Il dit quoi, qui c'est qui vous a parlé de ça? On est mercredi, je veux vous voir dans mon bureau vendredi à 11h. Ok. J'étais un peu secoué parce que j'avais l'impression de l'avoir vexé. Et donc, quand vous passez un entretien, donc on est 2004, j'ai 32 ans. Je suis très jeune. À l'époque, bon, voilà. Je suis pas du milieu du haut niveau. Je suis pas passé par les centres de formation. Et je suis reçu à 11h. Et là, j'ai le plus bel entretien de ma vie, puisque il me reçoit dans son bureau et il me raconte l'histoire de la moutette, toutes les histoires, les Américains qui étaient allergiques aux plumes du marché, etc. Donc voilà l'histoire que je connaissais, puisque en tant que joueur, moi j'avais joué à la moutette en tant que catégorie cadet, minime aussi.
Et puis petit à petit, on échange et donc moi faut voir l'ambiance. Je suis habillé, je suis en costard, je passe un entretien d'embauche et mon CV. Et à un moment donné, dans son discours, il me dit, écoutez, moi, dès que je vous tutoie, c'est que dans ma tête, je vous prends. Et il continue, et puis il passe du vouvoiement au tutoiement. Et là, c'est un moment où il y a plein d'émotions qui passent. Honnêtement, je me suis dit, il se fout de ma gueule. C'est pas possible, il se fout de ma gueule. Il se joue de moi, Ah, il me dit c'est pas dessus pour me faire possible. plaisir, mais ouais, Qu'est-ce qui se passe? ouais. Et puis, il se lève. Il dit, bon, écoutez, j'avais besoin de savoir qui vous étiez en tant que personne. Je vous signe 3 ans, ça vous va? Voilà comment ça s'est passé. Euh, et C'est des c'est une présidents à leçon l'ancienne, aussi. ça. Comment? C'est des présidents à l'ancienne. Exactement, exactement. Mais c'est quand même quelque chose qui est resté prégnant chez moi. Ça a son importance quand même. C'est-à-dire la dimension Ah oui, humaine, oui. sentir les personnes, Ah oui, oui, oui. une poignée de main, connaître. Moi, je me rappelle, hein, tous les mois, on allait chercher notre bulletin de salaire et nous le remettait en même propre. On avait intérêt à avoir gagné la veille parce que sinon, on se faisait ramasser. Mais c'était, ouais, c'est ce qui m'a aussi formé. C'est vrai que bon, ça n'existe plus, ce management familial, mais c'était important pour garder justement, Esprit. cet esprit qu'avait l'élan, ou qui essaie de retrouver l'élan, ou qui a toujours, ou il est quelque part. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Donc, voilà comment se passe mon entretien d'embauche à l'élan. Et du coup, j'ai le choix, encore une fois, puisque je suis professeur de PS, titulaire, euh, fonctionnaire, et donc je dois faire un choix euh, de quitter mon poste Une de sorte de professeur, confort. Ouais, ouais. voilà, ou j'ai la possibilité de me mettre en disponibilité. D'accord? Donc, je me suis mis en disponibilité. Du coup, je signe 3 ans, je suis en disponibilité. Je mets en disponibilité 1 an. Parce que je suis pas sûr du coup, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut très bien, c'est un métier où du jour au lendemain, on n'avez pas de résultat. Ben voilà. Euh, et puis, du coup, j'y suis resté 5 ans en connaissant beaucoup d'entraîneurs différents. Didier Gadou, Gordon Herbert, Thierry Toupane. Gordon Herbert, c'est mon mentor, de toute façon, on a parlé en anglais toute l'année, une méthode canadienne. Vraiment le management, voilà, on était impliqué en tant qu'adjoint avec une méthode, une philosophie de jeu qui est super intéressante. Voilà, puis des parcours d'Euroleague, on fait, je crois, quart de finale quand même de l'Euroleague, on perd contre Moscou, quart de finale de l'Euroleague, et c'était top, quoi. Donc, un vrai parcours européen, et puis, vraiment, la connaissance de plein de joueurs. Alors après, je pourrais faire un petit aparté, parce que Fred Fotoux m'a beaucoup aidé. On est né le même jour, aussi. C'est pas aussi grâce à lui que j'ai eu l'opportunité d'avoir ces connexions avec Didier Gadou. Euh, et ouais, c'était aussi un moment où j'étais l'adjoint et il y avait dans l'équipe des personnes j'étais attaché amicalement, quoi. Voilà, ça aussi c'est pas très évident à faire. Euh, c'est pas très évident. On en parlait tout à l'heure justement la bascule joueur et coach, mais à l'époque c'était pas tout à fait ça. Là, c'était personne avec voilà, Fred est quelqu'un qui compte, quoi, qui a compté. Voilà. Euh, Il y a eu une bascule joueur-coach. Donc là, tu as cette position d'adjoint. mm. Est-ce qu'il existe aussi éventuellement dans l'esprit cette bascule entre l'adjoint à coach principal? C'est ce qui s'est passé pour moi, puisque sur les 3 premières années, je suis adjoint. Et sur la 4e année, on a un début de saison qui est pas bon. Une victoire, 7 défaites, dont une défaite de 44 points à domicile contre l'Asvel, l'ennemi juré. Donc, tu l'imagines, ça passe pas, ça a du mal à passer.
Et puis on a un match ensuite à Paris où on perd. C'est Olivier Cousin qui est le coach principal. Et là, le président m'appelle, le président CIR me dit, écoute, on va te confier l'équipe. Euh, alors, je pense qu'il y a un peu d'insouciance quand même de ma part parce que lorsque vous êtes à Pau, que vous vous retrouvez dans cette situation-là, situation de crise, vous êtes en bas de classement, ce qui est pas la place de l'élan Bern, avec toutes les attentes, etc. Ben, avec Paco Lolé, on a formé un duo de choc, puisque Paco Lolé était entraîneur dans le centre de formation, et on a mis en place ben, une stratégie, un plan pour redresser la barque. Bon, la première décision a été de renforcer l'équipe et sur des postes clés. Donc, je pense qu'on ramène quand même 4 joueurs à la trêve, dont un certain Antonio Graves qui a fini quasiment meilleur marqueur du championnat. On est allé chercher un cibier, il était ouais, connu de personne. Donc, on a vraiment changé l'équilibre de l'équipe où tous les postes étaient doublés, mais avec des profils identiques. Donc en fait, quand un arrière mettait un panier, celui qui était sur le banc, bah, essayait, je vais pas jouer parce qu'on a le même profil. Et on a amené une dimension qui était athlétique aussi. Le championnat français, c'était incontournable. Eh bien, donc la difficulté était la suivante, c'est qu'on jouait l'ULEP Cup à l'époque, donc on était quand même très sollicité, on jouait en semaine et on était attendu comme peut l'être Pau ou d'autres clubs les week-ends. Donc il y a une forme de fatigue et on n'avait pas les qualités athlétiques requises. Donc à partir de décembre, on renforce l'équipe de manière significative. Euh, à partir du moment où j'ai pris l'équipe avec Paco Lolé, on a gagné 70% des matchs. Et on a gagné 70% des matchs sur euh, un premier socle qui était d'impliquer les joueurs à une dimension humaine, dans le sens, pas faire copain-copain, parce que ça n'existe pas, mais c'est plutôt faire prendre conscience aux joueurs qu'ils ont des qualités. Voilà. Et j'ai fait quelque chose que me paraissait tout à fait normal, c'est que ce fameux Antonio Graves, qui est un joueur clé, il fallait pas se tromper. On était en ULEP Cup, je me rappelle, je crois qu'on était à Belgrade de mémoire, et Max Stanic était notre meneur de jeu. Euh, j'ai donné le DVD de Antonio Graves à Max Stanic pour qu'il le regarde, et il l'a regardé. Le lendemain, avant de rentrer sur Pau, il m'a dit, c'est intéressant. Et il m'a dit, coach, je dois t'avouer quelque chose, parce que j'ai appelé mon agent quand tu m'as donné ce DVD. Il dit, jamais personne ne m'a demandé mon avis sur le recrutement d'un joueur. Alors que pour moi, ça paraissait, voilà, c'est pas une question d'être trop proche des joueurs, etc. C'est position de manager, tiens, t'es un leader de l'équipe, donne-moi ton avis. Et ça a été des petits moments comme ça, on va dire fondateurs, qui ont fait qu'on est arrivé à redresser la barre. Donc on est en 2007. Euh, et aussi, j'ai très vite compris que être manager d'une équipe de haut niveau, vous avez 12 joueurs, vous avez un centre de formation, vous avez des coachs, ça fait du monde, une staff médical. Donc, j'ai compris qu'un coach ne pouvait pas faire tout seul. J'avais une sensibilité, on va dire, managériale dirigée vers l'humain, mais il me manquait, je pense, des petits, voilà, des compétences théoriques, techniques qui permettaient de compléter cette dimension humaine et d'amener des étapes qui aient du sens, qui soient, voilà, avec un cercle vertueux compris par les joueurs et compris par le staff. Donc, j'ai, euh, j'ai fait appel à un coach, qui est toujours mon coach personnel d'ailleurs, qui s'appelle Richard Bador, Société Coaching, qui est le coach du stade d'équipe de France de rugby, Galtier, qui s'est occupé de Laurent Ty, champion olympique, Laurent Travers, Laurent Labitte, champion de France, il s'en est occupé à l'époque de Castres jusqu'au Racing 92, bon, bref, s'occupe de... Et il m'a formé euh, au management d'entreprise, mais aussi à ma posture de coach dans un dispositif de haut niveau, avec les stratégies, avec les enjeux, avec les zones à risque
concernant mon profil, puisque je suis un coach qui manage avec le cœur. Donc, ça demande des ajustements permanents pour avoir la bonne posture, pouvoir piloter, pour avoir, voilà, je peux être directif, le mode participatif, j'aime bien aussi. Donc, je me suis enrichi de son accompagnement à partir de 2006. Et d'ailleurs, on travaille toujours ensemble, donc c'est une relation de 19 ans maintenant, qui forge un homme et un professionnel. Donc voilà, donc tout ça combiné, on arrive à sauver l'élan. Voilà. Évidemment, intérieurement, je me dis, waouh, bon, je suis arrivé, je suis head coach, il me reste 2 ans de contrat. Bon, ben, je me dis, c'est mon heure. Et le CV commence petit à petit Voilà, à... voilà. Et puis, ben, ça se passe pas comme je veux, puisque le club change de président. Donc, Pierre Séan passe la main à Claude Bergeau. Et par la suite, j'ai compris que ben, quand un club change ou une structure change de dirigeant, il y a le spectre qui change, et les hommes qui sont en place ne sont pas nécessairement les personnes que l'on souhaite. C'est pas dirigé vers Pas la personne, contre soi, mais voilà, c'est le spectre. Donc là, on est en 2004. Claude Bergeau fait appel à Aimé Toupane qui prend les rênes. Euh, et puis, encore une fois, pompier de service, bon, là, on est à 0,7, je reprends l'équipe, mais là, on échoue à un point du maintien. On est parti de loin, mais c'est quand même quelque chose de positif, mais bon, voilà. Et puis, je suis en fin de contrat, et je passe des entretiens pour d'autres clubs, et là, je découvre le vrai milieu, et donc la concurrence, peu de place par rapport au nombre de coachs qu'il y a. Bon, je me retrouve dans une situation de 100 clubs finalement. Et les étés, j'avais l'habitude de faire des choses, donc je pars en Italie faire un camp de basket à Folgaria. Euh, et là, je fais la connaissance de Mike Fratello, coach NBA, 1200 matchs NBA, qui a coaché Dominique Wilkins, New York, enfin, c'est quelqu'un de très référencé de Cleveland. Et je parle beaucoup, ouais, mais c'est vraiment une histoire, ah, mais c'est c'est vraiment une très histoire intéressant. Ouais, ouais. très atypique et qui a jalonné mon parcours. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des coachs de ce type-là, bon, il y a une forme de réserve, de timidité, vous savez Le pas comment il respect. fonctionne, de Ouais, respect. ouais, ouais. Et je me retrouve à côté de lui, à un repas. Euh, et il commence à me taquiner, il poussait les assiettes. Il dessine sur la nappe une raquette et il me dit, ouais, voilà, il y a une remise en jeu ici, ligne de fond, il place 5 joueurs, enfin 4 joueurs sur le terrain, et il me dit en anglais, put the defense on it. Donc, mets la défense là-dessus. Je dis, ok. Pour moi, j'adorais ça, donc je place ma défense sur la nappe, il est sûr de mon truc. Et là, il me dit, no, no way, Laurent. Et il prend le tube de ketchup et il met un peu de ketchup à l'endroit soi-disant de la faille sur sa touche ligne de fond. Je dis, je comprends pas, j'ai un défenseur dessus. Et il dit, non, là, j'ai mis Dominique Wilkins, donc je vais lui envoyer le ballon au-dessus de ta tête et on va te se matcher dessus. Bon, Dominique Wilkins, c'est quelqu'un qui a une énorme détente, enfin, on est, nous, c'est notre génération. Et on commence à sympathiser comme ça. Et il comprend que ben, je suis comme tous les coachs, j'ai pas de club. Il me dit, écoute, si ça t'intéresse, en octobre, je t'invite chez moi à Cleveland et je t'ouvre les portes de franchise NBA pour que tu vois les pré-saisons NBA. Et donc, grâce à lui, j'ai pu voilà, rentrer dans l'intimité de franchises comme Cleveland. À l'époque, il y a quand même Shaquille O'Neal et LeBron James dans la même équipe. Voilà, c'est un truc énorme. Il m'a permis de faire des colloques avec Bobby Knight sur New York. C'est pas Bobby Knight, c'est bref, un entraîneur réputé, mais être au contact d'eux Ah, et, ouais. euh, et de voir les New Jersey Nets.
Donc j'ai pu échanger avec les coachs, j'ai pu voir comment ça fonctionnait, j'ai pu avoir des DVD d'entraînement, des supports d'entraînement. Et en termes de construction, c'est bien de voir autre chose. Il y a un Euh, gros écart, je me permets de te couper, il y a un gros écart entre ce que toi tu vivais en Europe, et donc en France hein, notamment, et ce qui se fait aux États-Unis d'un point de vue déjà perception du jeu, la rapidité peut-être aussi, les réflexes, la manière de coacher une équipe. Quelle est la différence? Si tu peux faire juste une petite aparté là-dessus, qu'est-ce ouais, que tu as ressenti à ce moment-là, toi? Parce que tu as bah, pensé, tu vois un autre univers, quoi. ouais, c'est un tout autre monde. Donc là, on est en 2010, hein. Donc ça remonte à 15 ans, donc c'est pour vous dire déjà. Déjà, ce qui est frappant, c'est que tout est organisé pour que le joueur soit dans les meilleures conditions. Euh, 15 coachs, 15 joueurs. À l'entraînement, je vois les déroulés d'entraînement sont timés à la minute près. Il y a même un adjoint qui est là juste pour appuyer sur le buzzer Sur le à chrono, la quoi. minute Ouais. de près. C'est calé. Donc en fait, le terrain est au centre du dispositif et tout autour, tout est organisé pour qu'on soit en lien avec le terrain. C'est-à-dire que le joueur qui est blessé, la salle de muscu, les murs sont en plexiglas, vous êtes en prise avec le terrain. Il y a le restaurant, il y a la salle vidéo. Et en fait, voilà, ça voilà, les vestiaires. Une réelle partition pour que finalement les musiciens puissent faire tout ce qui simplement leur art en fait, hein, tout Le simplement. rare, et surtout rester sur le terrain le plus possible. Il y a sur les PlayStation dans les casiers. Ouais, 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 ouais. Pourquoi? Parce que moi, je posais la question. Si vous faites ça en France, c'est pas la même perception. Et Ah, en ouais, fait, ouais. ils partent du principe que ça permet aux joueurs, à l'entraînement, d'avoir des moments de cohésion, de rester un petit peu plus avant de repartir. Euh, et surtout, c'est cette salle dont je parle, c'est pas la salle de match et de spectacle, c'est la salle d'entraînement qui a coûté, je crois, 14 millions de dollars, un truc comme ça. Je crois un truc comme ça. Mm, mm, mm. C'est le prix du Palais des Sports de Pau. C'est juste pour donner, Ouais, 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 ouais. Et là, ce voilà. n'est que le centre d'entraînement, quoi. Ouais, ouais, c'est un autre monde. Donc, donc forcément, avec des effectifs comme ça, il faut ça. Il y a un management qui est forcément, qui est forcément présent, parce qu'il faut manager les ressources humaines et il y en a beaucoup. Donc, Bien sûr. c'est la principale différence. Après, les moyens sont aussi différents et puis le modèle économique est complètement différent. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Ça va jusqu'à la réflexion sur les philosophies de jeu que l'on voit sur les murs. Tout est pensé. C'est-à-dire, vous rentrez dans la salle, boum, il y a le cerveau, il est capté par quelque chose, Les une mots-clés. philosophie de la Mm. franchise. C'est comme le caroleur qui démarre à l'opposé de l'entrée. Là, c'est pareil. Bon, il y a vraiment, c'est vraiment, tout est Tout est pensé à pensé. la performance, quoi. Ouais, ouais, donc là, moi, c'est un marqueur. C'est pour ça que je dis que j'ai peut-être une tendance un petit peu anglo-saxonne, quelque part dans mon management, c'est-à-dire avec le temps, hein, pourquoi on fait les choses et pourquoi faire, le why et le what for. Ce que aussi l'accompagnement avec Richard Bador, mon coach, fait que je suis devenu ouais, manager, coach, avec beaucoup de vision et de perspective. Euh, donc voilà, c'est en ça où je dis j'ai ma formation à ce niveau-là et aussi le fait d'avoir été adjoint de Gordon Herbert qui est vraiment aujourd'hui je suis imprégné en grande majorité de sa philosophie et de sa manière de procéder. On a un caractère qui est différent, mais voilà. Donc c'est très comment dire, je Est-ce suis que ça très te chamboule à attiré. ce moment-là? Est-ce que tu remets en question potentiellement hein, certaines choses que tu aurais pu apprendre ou est-ce qu'au contraire tu viens greffer ce que tu as vécu là-bas lors de ce stage, cette immersion aux États-Unis, tu viens greffer ça à tes compétences acquises? Ouais, moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Donc je me suis inspiré de tous. Yves Baraté, qui a été mon coach lorsque j'avais 16 ans à Valence-Condon, que j'ai affronté plus tard lorsque j'étais coach pro à Paula Cortez, lorsqu'il était coach à Villeurbanne. Bon, enfin, il y a des parcours, voilà, Jean-Paul Cormy, Bernard Gava, Gordon Herbert, Didier Gadou, tout pas. Je me suis inspiré de tout. J'ai pris
j'ai Comme une pris éponge, un petit peu de tout le monde et bien sûr. j'ai conçu tout ça. Donc j'ai eu cette chance de côtoyer peut-être une dizaine de coachs de très haut niveau dans mon parcours et d'apprendre d'eux, et d'apprendre des adjoints, Paco Lolé, qui était mon adjoint, on a collaboré ensemble, c'était épique, voilà, c'est un petit peu de tout le monde, quoi, finalement. Mais avec une touche quand même plutôt anglo-saxonne. Voilà. Quand tu reviens des États-Unis, est-ce que tu envisages ton quotidien différemment après cette expérience? Est-ce qu'il se passe quelque chose en toi qui développe des envies d'autre chose ou de différent? Alors, c'est une période qui est compliquée pour Mhm. moi parce que je dois digérer, je trouve injuste qu'on n'ait pas conservé à peau, déjà. Mhm, Donc, mhm, parce mhm. que je suis jeune, hein, et j'ai pas encore compris que ta tête a changé. Et donc, il y a un spectre de développement d'entreprise qui est différent. Pour moi, je l'ai pris personnellement, hein, c'est normal. Bien sûr. J'ai pas de club, donc c'est une expérience première que je découvre à cette situation que je n'avais pas connue. J'ai enlevé mon parachute de professeur de PS parce que j'ai démissionné. Donc, j'ai choisi d'épouser ce projet, en tout cas, ce métier à 200%. Donc là, je me construis, je me nourris. Je me dis, voilà, je prépare les conditions pour être prêt quand l'opportunité va arriver. Et en février 2000, non, on est en 2010, donc c'est en 2009 où je rencontre Mike Fratello. Et en 2010, février 2010, Lieven, dans le Pas-de-Calais, m'appelle, dit Très voilà, jolie région au passage. voilà, Pas-de-Calais. Donc, je me rappelle, de Pau, il y avait 1200 kilomètres. Bon, il m'appelle et me dit, voilà, on est en NME, on a un projet pour monter en Pro B. Euh, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a le stade couvert de Liévin où se déroule le meeting européen d'athlétisme. Donc, il y a ce qu'il faut. J'y vais, voilà, je rencontre le président, puis ça se fait. Et je signe 2 ans et demi, première fois. Et puis là, voilà, je découvre la chaleur des ch'tis. C'est vrai que quand on arrive là-bas, on chiale, et quand on repart, on chiale aussi. Mais j'ai découvert vraiment, voilà, un accueil sympa. Et puis, voilà, on bat le concurrent éternel qui est Saint-Quentin. Je me rappelle chez eux d'un point. Euh, je crois qu'il y avait une dizaine de bus qui étaient partis de l'event de supporters. Ça fait, bon, voilà, c'était épique. Donc là, ça dure je dirais 2 ans et 2 ans et demi, parce que malheureusement, le club dépose le bilan pour des raisons, on va dire, politiques et économiques. Euh, et là, il y a un vrai choix à nouveau. Victor est au Crêpes de Wattignies, au pôle de Wattignies, il fait son petit parcours, voilà, c'est un parcours que je connais, sélection départementale, il cumule les trophées, il était champion de France, etc. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis plus coach, je suis en parenthèse. J'aime bien le Pas-de-Calais, mais quand même, le ciel il est un peu bas, hein, un peu grisonnant. Donc là, on décide de revenir en Lot-et-Garonne suite à des problèmes de santé de mon ex-femme. Et on se revient en Lot-et-Garonne sur Marmande, voilà, où enfin, je suis en National 2, mais je mets entre parenthèses cette fois mon métier de coach pour pouvoir suivre mes enfants. Donc Victor, Paul de Wattignies, l'OM suit derrière aussi le même parcours. Johannae, la troisième, elle se débrouille aussi. Pour la petite anecdote, Johannae aurait pu être en sélection départementale et faire un parcours sympa. Elle a dit non, je veux pas. J'ai vu mon frère et ma sœur partir à l'âge de 13 ans de la maison, c'est pas ce que je veux. Juste pour, voilà, Ouais. c'est assez, Grosse famille de sport, quand même. ouais, ouais, et donc avec des déménagements, avec ce que ça comporte, avec des adaptations, ça forge un caractère, mais ça forge aussi des personnalités avec ben, des ancrages qui sont différents, moins de copains peut-être, bref. Et donc là, je reviens à Lot-et-Garonne, je signe en National 2, et là, je développe le côté entrepreneurial, où j'ai la chance de devenir le coach sportif de l'entreprise des Vignerons de Buzet.
une coopérative avec voilà, un projet développé, un programme développé sport bien-être dans l'entreprise pour aider les salariés à être mieux, meilleure posture, limiter ou diminuer les arrêts de travail, Ouais, ouais, faire ouais, en ouais. sorte qu'il y ait de la cohésion, puisque quand les entreprises sont très grandes, mais c'était le seul moment où ils se retrouvaient, ils se croisaient. Donc il y avait un vrai programme avec des entretiens individuels, avec c'était vraiment top et un vrai projet lancé par le directeur général Pierre Philippe qui voilà, m'a fait confiance tout simplement. Et ils avaient ce projet-là, ils cherchaient un coach. Et il me dit, voilà, j'étais son coach perso aussi, donc il me dit, tiens, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais que tu deviennes le coach de l'entreprise. Et sa méthode a été un petit peu la même, c'est-à-dire qu'il m'a impliqué, même si j'étais prestataire de service, j'étais impliqué dans la construction de la salle, les couleurs, le matériel, l'espace de restauration à côté, donc c'était top. Et puis, comme j'en avais pas assez, eh bien, il y a des clubs qui m'ont sollicité de basket de Téhéran. Ils m'ont dit, écoute, Laurent, il y a des élections bientôt. On est en février, 28 février 2016. On aimerait, on a besoin d'un leader. On aimerait que ce soit toi et que tu nous mènes vers cette élection parce qu'on pourrait faire bouger les choses. Bon, moi, je suis pas du tout dans la politique du tout, hein. À ce moment-là, je sais pas ce que c'est une fonction de président de comité. Bon, je me donne 3 semaines. J'ai dit, OK, laissez-moi 3 semaines parce que hein, par expérience, quand on vous appelle pour aller au feu, si vous allez au feu et quand vous vous retournez, souvent, il y a tout le monde qui a disparu. Donc, il fallait créer une stratégie et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis laissé 3 semaines où j'ai appelé certains amis présidents, ou des connaissances, c'était pas des amis, mais pour savoir quelle était la probabilité de pouvoir réussir parce que je déteste perdre. Et puis, j'y connaissais rien, quoi. Voilà. Eh oui. Et me voilà en train de mettre en place une stratégie avec Richard Dador. On met une stratégie, appeler les clubs, les cercles, etc. Et les élections, ça se passait comment? C'est un club avait tant de voix. Si le club votait pour vous, euh, ces voix étaient acquises. Donc, c'était des listes. Donc, on construit une équipe. 24 personnes, je me rappelle, on se réunissait le soir, on construisait, on a co-construit notre projet, etc. Et puis, petit à petit, on a vu que les choses, on arrivait à faire bouger les choses. Et puis, le 16 juin, je suis élu président du comité départemental de basket. Alors, pas surpris, dans le sens où on avait mis tout ce qu'on pouvait, toutes les conditions pour réussir, hein, en essayant de proposer un programme différent, avec proximité avec les clubs, avec des idées novatrices. Voilà, et donc j'y suis resté 8 ans, sachant que la dernière année, j'ai délégué tout ce que je pouvais déléguer, puisque j'étais coach du Stade Toulousain Basket, mais 7 ans, c'est long, avec une pandémie, avec, ouais, c'est costaud. Puis j'ai découvert manager des personnes professionnelles, donc des salariés, puisque on avait 5 salariés, avec des responsabilités quand même très, très étendues, manager Puis les bénévoles. un milieu qui est un peu plus politique aussi. Aussi, mais surtout, encore une fois, j'avais beaucoup de choses à partager avec mes voyages, avec tout ça. Il a fallu aussi que comprennent que même si je venais du milieu professionnel, milieu associatif, je connaissais puisque j'ai aussi des fonctions associatives au club de Tonnes où je suis parti de voilà, je me suis mis dans un club où j'allais être tranquille, m'occuper d'enfants, entraîner, bon bref, c'est une petite parenthèse. Et ouais, il a fallu aussi manager le changement, Bien c'est-à-dire sûr. changement d'équipe, avec des anciens qui doivent s'impliquer avec de nouvelles méthodes, avec des nouveaux qui n'ont pas le même parcours que le mien, donc il a fallu piloter tout ça. Mais c'était une super expérience parce que elle était différente. Parce que j'avais envie de partager beaucoup de choses, ce que j'ai connu. Mais bon, on y est allé comme des bourrins, quoi. On faisait, voilà, pour mapper, pour m'appâter, on m'avait dit, tu verras, Laurent, t'as 5 salariés, c'est 4 à 5 heures par semaine. Ouais. Ah,
Ah, C'est toujours comme c'est ça, hein. 4 fois plus. T'inquiète, je te propose un projet, t'en as pas pour longtemps. Là, sur un coup, je me suis fait avoir. Hmm. C'est 4 fois plus, même, easy. Et donc, plus le boulot à Hmm. côté, plus la vie de famille, c'était dense, mais j'avais l'énergie pour et ça me plaisait. J'ai toujours été passionné. Donc, voilà, ça a duré, du temps. Et puis après, il y a eu une séparation avec mon ex-femme. Je suis parti sur Toulouse. Et puis, bon, voilà, je suis allé voir Victor, régulièrement jouer, le potentiel. Et puis, quand Stéphane Dao n'a pas été reconduit, ben, j'ai postulé. J'ai préparé, voilà, un projet. Et là, on est au Stade Toulousain Basket en 2023, du coup. Donc Euh, 2023, mais est-ce qu'il se passe un petit quelque chose avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traverse ton esprit de te dire, ce terrain me manque? Tu vois, les discours dans un vestiaire. Qu'est-ce qui te traverse toi en tant qu'homme à ce moment-là, avant, parce que tu vas voir ton fils, mais en tant que papa dans les tribunes. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe ouais. dans la tête du coach à ce moment-là? Là, tu touches du doigt une transition. Si tu as compris, je suis entrepreneur, coach Ouais. sportif en entreprise, même Mm. comité, c'est toujours dans le basket, mais c'est plus coach pro de haut niveau. Et Eh honnêtement, ouais. dans mon esprit, je me suis dit, c'est fini. C'est fini pour moi. Je- voilà, j'avais enfoui ça quelque part. Je dis, bon, je fais autre chose, j'ai mon temps pour moi, etc. Et, euh, et en fait, un jour, je me suis aperçu qu'il y avait un moment clé qui m'avait rendu comme ça. Ce moment clé, c'est parce qu'à l'époque, il fallait faire revalider des diplômes. Donc, ça s'appelait les brevets d'État à l'époque. Il fallait les transformer en DE, vers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et il y avait une deadline. Et moi, j'avais raté la deadline administrative. Donc, en fait, dans mon esprit, mon diplôme ne valait plus rien. Et je ne pouvais plus coacher en tant que coach de basket pro. Je m'étais mis ça en tête. Donc, j'avais enfoui. Bon, ben, je suis sur Toulouse, je vais voir des matchs, etc. Et puis, en décembre 2022, je me rappelle, comme si c'était hier. J'appelle la fédération parce que j'étais toujours en contact avec eux. Puis, je leur pose la question comme ça. Je dis, ben, voilà, je m'excuse, je pense que j'ai raté voilà, le passage brevet d'État et DE. Bon, je vous en parle. Mais non, mais c'est pas trop tard. Vous pouvez le faire. Et là, intérieurement, c'est quelque chose ça a Ça a éclaté. explosé, quoi. Ça a Ouais. explosé. Et là, tout s'est remis en marche. Et je me rappelle, juste après avoir accroché, la première chose, je suis allé chercher mes bouquins de l'époque. Et j'ai commencé à griffouiller. Ça y est, c'était reparti, mais c'est comme un réflexe, je sais pas, ou quelque chose qui est enfoui. Parce que quand vous êtes imprégné, il faut savoir qu'un coach pro, c'est quoi? Pro, c'était 70 heures semaine. Hein. Et vous jouez le mardi à Moscou, le samedi, vous êtes championnat de France, vous repartez le mardi suivant à Istanbul. Bon, c'est full time et c'est super passionnant et vous faites que ça et votre cerveau, il est conditionné à ça. Donc c'est une habitude qu'il a pris, puis tout d'un coup, ben, vous me dites, non, vous mettez cette période entre parenthèses. Et voilà comment ça s'est passé, ça s'est réveillé en moi. Mais bon, sans, sans j'avais pas de but bien précis. Bon, voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Et puis, Et, quand Stade Toulousain, ben, j'apprends qu'ils cherchent un coach, c'est parti, je prépare quelque chose vraiment de très, très chiadé. Il y a 4 vaches, je prépare un truc vraiment. Voilà, en faisant attention à pas proposer un projet qui soit complètement en décalage par rapport à mon expérience, qui soit complètement adapté au momentum du club. Et le président Bayol qui valide du coup mon, mon retour, du coup. Donc, je suis pas perdu parce que j'ai toujours managé et c'est la clé de toute façon. Euh, on a eu une année qui est ouais, je vais pas dire qu'un mais qui j'avais pas beaucoup de moyens hein, et j'en ai jamais eu beaucoup. J'ai fait avec ce que l'on m'a donné. Et là, c'est le retour aux sources, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir retrouver des sensations
de pouvoir se lancer des défis, des challenges, puisque évidemment, je n'avais pas coaché depuis 6 ans ou 8 ans, d'accord? J'avais continué à manager, mais pas dans le même contexte. Et j'ai jamais été aussi bon que dans l'adversité où tu vas pas y arriver. J'adorais ça. J'ai dit, ok, on se met en silence, on bosse en silence. Je suis entouré d'un vrai staff. Hein. Enfin, en tout cas, je l'ai fédéré parce qu'il y avait déjà des personnes qui étaient présentes. Donc c'était facile. On avait un staff magnifique avec plein de compétences. Et puis mon rôle, c'était ça. Donc, et c'est pour ça que l'on a réussi, ben parce que j'ai certainement plein de points améliorés dans ma personnalité, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut s'entourer de compétences et d'expertise. Voilà. Et, euh, et par exemple, par la petite anecdote, quand je recrute Flavien Mathieu, mon adjoint, que je ne connais pas, on me met en relation avec lui, je passe une visio avec lui, puis il me dit, tout début d'entretien, tu sais, Laurent, je suis là pour t'aider, je suis pas là pour prendre ta place. Et je me rappelle, j'ai eu ce sourire intérieurement parce qu'il me connaît pas et c'est pas que je suis manager, je suis quelqu'un qui fait grandir les personnes autour de moi. Je lui dis, mais là, je comprends pas. Tu veux être un entraîneur de très haut niveau, un entraîneur professionnel et tu veux pas entraîner l'équipe un jour. Je comprends pas. Et là, il y a un silence. Faites prêt. Et je dis, voilà, je vais t'expliquer comment je travaille. Euh, on aura des conflits. La règle, le cadre est le suivant. Pas de conflit devant les joueurs. Bon, je vais t'aider à grandir. Tu vas avoir une part importante d'entraînement sur le terrain. Donc, c'est lui qui était. Moi, je pilotais les grandes lignes, évidemment, et lui était l'entraîneur sur le terrain. Ouais, moi, ça me permettais de prendre du recul, entraînement individuel, etc. Et ce qui lui a aussi, grâce à cette expérience, permis de signer à l'ASVEL derrière. Voilà, il est développeur de joueurs, donc d'entraînement individuel. Donc, cette expérience lui a permis de. Et là, on est typiquement ce que font les Américains. C'est vraiment, voilà, voilà, délégué. Il y a des spécialistes d'entraînement individuel. En fait, j'ai raisonné comme ça. Donc, en fait, tout ce que j'avais capté, appris, intégré en moi, j'ai, je l'ai amené avec une puissance qui était démultipliée, puisque j'ai toujours été entraîneur dans ma tête, j'ai toujours continué à manager, et donc c'est devenu les 8 années de parenthèse en tant que coach pro, en fait, n'en étaient pas vraiment, puisque je manageais, on avait des camps de basket l'été, voilà, j'ai toujours été baigné là-dedans. Il fallait simplement réajuster la matrice par rapport au niveau de l'ANM. Voilà, c'était juste ça. Sur ces prémices à Toulouse, il y a plusieurs questions qui doivent certainement te traverser l'esprit. C'est, OK, j'ai un retour en tant que coach après 6, 8 années de non-poste. C'est entraîner son fils aussi, qui n'est pas évident, j'imagine. Hein, de quelle, comment dire, dans quelle manière je vais pouvoir m'adresser à lui. Enfin, j'imagine que, comment dire, entraîner le gamin à 9 ans et l'entraîner à 22 ans, c'est peut-être pas la même chose. Et toi, dans ta position de prendre du recul et donc d'être plutôt manager général, de ce que je peux Ouais. comprendre en tout cas, comment ça se passe, toi, cette mutation, cette adaptation, du coup? Alors déjà, avec le président Patrick Bayol, on construit un projet. Déjà, on le co-construit. C'est-à-dire quelle direction Hmm. on veut mener. Donc ça, c'est le premier point. C'est un projet qu'on présente aux joueurs. Et effectivement, le fait qu'il y ait Victor dans l'équipe euh, est plutôt un plus. Et je vais dire pourquoi, puisque Victor s'est fait un nom, s'est fait une réputation et des performances avant que j'arrive. Il est un élément incontournable de l'équipe. Il joue 33 minutes de moyenne. La première réflexion, je dis, de toute façon, il va jouer moins avec moi. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a joué plus. Donc, en fait, c'est un joueur Victor avait déjà valider son niveau et on se retrouvait pas dans une situation où le père arrive
Et il y a Il propulse voilà, le son fils fils est à sous 10 prétexte minutes, de. il joue 20 minutes parce que c'est le fils d'eux. Il n'y avait pas de débat, donc c'est déjà plus facile. Ensuite, on a beaucoup échangé sur comment allait être notre relation, puisque est capitaine, relation en dissociant père-fils, entraîneur, capitaine. C'était notre vision au départ, que l'on a expliqué aux joueurs lors du stage. Hein. On a été très clair. C'est-à-dire que lui comme moi, c'était de dire, voilà, tout ce que Victor, en tant que capitaine, allait faire remonter à son père, qui est le coach, sont des choses qui sont constructives pour l'équipe. Et il n'y a pas d'histoire voilà, c'est clair. Voilà. Alors, il faut le dire. Et après, il fallait le faire. De le faire. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est une chance pour nous de nous voir tous les jours. C'est une chance qu'on n'aura peut-être jamais dans un autre contexte. On se serre la main le matin à l'entraînement où on se fait la bise. Il y a eu cette phase-là. Et c'était surtout par rapport à l'équipe. Euh, Bien sûr, bien sûr. Ouais. et ouais, on s'est fait la bise. Voilà. On s'est fait la bise. Mais comme le management était assez clair, assez clair, en tout cas, oui, le plus clair possible. Il y a même des joueurs qui sont venus nous voir et nous dire, mais on ne s'aperçoit même pas que vous êtes, il y a le père et le fils, tellement, bah ça c'est, voilà, on s'est sublimé en fait. C'est une manière pour nous de nous sublimer, mais c'est ni plus ni moins ce que l'on mettait en place dans nos camps de basket. Déjà, on avait Bien sûr. l'habitude de travailler ensemble Ouais. avec une équipe et on a dupliqué certaines choses, on les a encore sublimées parce qu'on était dans un milieu professionnel. Et comme il jouait 35 minutes, de toute façon, voilà, c'était réglé. Donc, ça s'est même très bien passé. Et c'est vrai que l'année d'après, il était plus là, c'était un petit peu bizarre. Donc, oui, c'est en fait, être dans des conditions qui sont très fines et très subtiles. C'est-à-dire que Ouais, ouais. le moindre écart dans une situation de duo comme celui-là, qui est un duo important, peut amener à créer on va dire, des soubresauts dans l'équipe et dans l'écosystème. Et honnêtement, bon, ça s'est pas passé. Puis comme je propose cette capacité à dire, OK, elle est pour moi celle-là, elle me responsabiliser, il y a pas de souci. Par contre, on s'est fighté quelqueus en dehors du terrain quand même, parce que ce qu'on faisait à l'époque quand il était U9, on détestait perdre. Et, et, et en fait, quand il était jeune, je dis, écoute, papa est l'entraîneur, mais ton papa, c'est ton papa. Il faut dissocier les deux. C'est jamais facile. Et parfois, ouais, on s'est une ou deux, trois fois frité, mais c'est normal. C'est C'est normal, partie pas d'un de processus. personnes Mm. qui veulent aller chercher le plus haut possible. On avait à l'époque l'avant-dernière masse salariale, ce qui est pas rien, arriver à faire ce que l'on a fait. Donc, ouais, c'est un moment que je souhaite à tout le monde dans ces conditions-là. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui ont coaché leur fils, mais parfois, il peut y avoir des jalousies, ça c'est humain. Mais je suis arrivé au bon moment, en fait, lorsque Victor s'est fait un nom avant moi. Oui, oui, oui. Il n'avait pas besoin que tu sois son père pour être sur le terrain. Voilà. Donc, en Et, soi, ouais. et c'est vrai qu'il y a eu un moment aussi par rapport aux dirigeants quand on a des entretiens individuels en début de saison, il dit aux dirigeants, c'était mon rêve de gosse. Donc, parce que de côté de dirigeants, c'est aussi, il y avait des questionnements tout à fait Bien légitimes. sûr. Comment ça peut se passer quand un père et un fils sont dans la même équipe? Donc, en fait, on avait cadré, et après, quand on avait bien cadré oralement, mais que dans les faits, on le faisait aussi, ça a été, de notre point de vue, en tout cas, Victor et moi, très simple, puisque on Bien sûr. a, voilà. Voilà. Les questions qui me traversent l'esprit depuis tout à l'heure, lorsqu'on est coach avec une masse salariale qui n'est pas extensible, avec des moyens techniques qui ne sont pas ceux des grands clubs professionnels, comment on fait pour capter les talents, les convaincre de nous rejoindre dans un projet qui peut-être n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont entre les mains. Peut-être qu'ils ont un niveau qui permet d'aller dans la Pro B, par exemple, mais comment on peut convaincre quelqu'un de rejoindre
le projet global et l'amener vers le succès. Alors, déjà, c'est avec on est un vrai projet en expliquant comment on fonctionne. Donc, j'expliquais clairement mon management. Euh, mais c'est aussi, par exemple, lorsque je devais recruter un joueur, s'il était accompagné, s'il y a une compagne, s'il est marié, je faisais l'entretien avec la compagne ou avec sa femme. Pourquoi? Ben, j'ai appris dans mes formations de coaching que après après le décès, qui est la source le plus élevée de stress chez l'être humain, ben, le changement et le déménagement arrivent en numéro 2. Donc, quand vous devez faire venir une famille, même si c'est à Toulouse, hein, Toulouse, il y a pire comme ville, hein, d'accord, c'est quand même un changement. Donc, il y a une zone de stress. Donc, c'est de mettre tout le monde au même niveau d'information et de prendre une décision qui est de famille. Et donc, ce sont déjà les premières étapes d'adaptation rapide du joueur à son nouvel environnement. Donc ça, c'était clair. Ensuite, ben, on avait un staff de haut niveau, hein, j'avais construit un staff bien-être avec préparateur physique, avec des coachs français, avec des psychologues du sport, avec diététiciennes, etc. Donc, qui n'existait pas ou peu à ce niveau-là. Donc en fait, j'avais construit un écosystème où le staff médical était, on avait 10 personnes staff médical, podologue, etc. On avait Vraiment, c'était top. Donc, c'était des personnes qui étaient déjà là au club et on a créé une équipe. Et donc, on avait leur montrer qu'il y a une structure, indépendamment de la puissance économique du club, et qu'on allait s'occuper d'eux, d'une part. Deux, il y a une philosophie de jeu. On allait s'occuper d'eux. On revient sur les projets individuels dont on parlait, hein, cette pyramide inversée avec Bien ma sûr. génération. Donc, je construisais leurs projets avec eux, leurs projets individuels, mais aussi personnels. Quelle est la différence? Pour moi, un projet individuel, c'est ce qui lie le joueur avec le temps de son contrat. Voilà. Le projet personnel, il est lié à ses rêves et ce qu'il veut faire après et au-delà. Donc, en fait, comme les entraînements étaient organisés de cette manière-là, avec une partie entraînement individuel, une partie collective, et une partie aussi entraînement personnel. Donc, dans les entraînements individuels, il y avait ce qu'il allait retrouver dans les phases de jeu de l'équipe, du club. Et la partie personnelle, c'est, OK, tu veux devenir un joueur d'élite, eh bien, tu veux mettre quoi dans ton développement? Quel exercice tu veux mettre? D'accord? Et donc, je les impliquais dans la construction de leur projet. Et ça, c'est un moteur et une puissance de feu qui est facilement à manager, puisque quelqu'un qui dit, mais moi, je veux faire ça, et qui n'est pas motivé à l'entraînement, on appuie sur le bouton, je dis, mais Ah ouais. ça se fait que. Donc, en fait, moi, j'étais le catalyseur, le pilote, je pourrais être directif, mais aussi les impliquer. C'est ce juste équilibre qu'il faut trouver. Donc ça plaisait, ça plaisait à beaucoup de joueurs. Et pour la petite anecdote, comme ça n'existait peu ou pas, dire voilà, on va faire ça, surtout la NME. Je me rappelle, à la première année, il y a un joueur qui vient me voir, on était en septembre, fin septembre, le championnat a déjà commencé. Il vient me voir, il me dit, coach, je suis obligé de te dire quelque chose. C'est le sentiment de l'équipe. On a rarement vu ça. C'est que, comme tu fais ce que tu as dit, tu mets en place ce que tu as dit dans ton management, on cherche encore le loup. C'est pas normal. On se dit, à quel moment ça va? Et j'ai trouvé ça super, hein. Ben déjà, le rapport de Mais oui. confiance avec un joueur. Et j'ai dit, mais alors, je suis comme ça. Voilà. Et je suis comme ça. Alors après, il y a des erreurs, je suis pas parfait non plus, mais c'est ma méthode. Entre dire et faire, si on est le plus aligné, ça c'est important. Et donc, il y a plein de petits moments jalonnés comme ça. Je me rappelle, généralement, au bout de 3 jours de pré-saison, j'aligne les joueurs. Je leur dis, bon, ben, voilà, par rapport à ce que je vous ai présenté au moment de vous recruter, et ce que j'ai mis en place au bout de 3 jours, donc tous ces staffs médicaux, qu'est-ce qui manque? Quand on dit ben, rien, donc ok. Donc en fait, ça permet de verbaliser des choses et de dire voilà, bon, je vous ai recruté, je suis porte-parole du club, voilà ce qu'on a mis en place, ça a été mis en place. Maintenant, on peut avoir des exigences auprès de vous. C'est aussi ça.
Ouais, Voilà, ouais, ouais, c'est c'est du pas venir dans un donnant-donnant aussi, hein. confort. Enfin, ça, il faut faire attention parce que Bien sûr, quand on met les êtres humains au centre de l'écosystème, c'est ce que je fais, on les met dans les meilleures conditions, il faut être exigeant après derrière. bien évidemment. Ouais, ouais. On était un des rares clubs à s'entraîner qu'une seule fois par jour. C'est le mode du rugby. Moi, je voulais que mentalement, ils ne viennent qu'une fois à la salle. On faisait des blocs de 3 heures. On faisait entraînement individuel, on avait de la muscu et entraînement collectif. Et sur la durée, quand vous jouez 2 fois semaine, c'est un profil intéressant. Voilà que je tirais de mon expérience en Euroleague où la veille des matchs, on faisait ça. Et ça permet de s'entraîner fort mais d'avoir des temps de récupération pour être performant lors des matchs, mais aussi quand vous êtes père de famille, vous pouvez amener vos enfants à l'école, aller vous entraîner, les récupérer et avoir une vie sociale à côté. Après, mon rôle, c'est quand même, si la vie sociale affecte le terrain, parce qu'on peut avoir des écarts, Bien sûr. des joueurs qui font la fête, etc. Je suis pas trop connu, honnêtement. Ils ont des joueurs assez sérieux, mais c'est ça qu'il faut réguler. Et ça, je l'ai vraiment en moi, j'ai toujours compris et ça, je l'ai compris très tôt, c'est que si le joueur est dans les meilleures conditions, il faut essayer de combiner les compétences du joueur et son potentiel humain, faire grandir les deux. Si on prend que les compétences du joueur, on va aller là. Si on prend les compétences du joueur, on va aller beaucoup plus haut. Ça, on peut le remarquer. Et c'est pour ça que, avec très peu de masse salariale, donc l'avant-dernière, la première année, et l'antépénultième, la deuxième année, on a fait des choses qui nous ont permis d'exister. Bon, si on n'avait pas eu les blessures, voilà, on aurait peut-être pu faire mieux. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais c'est déjà ce qui s'est passé, c'est costaud. Voilà. Si tu avais, parce que là, on est désormais, donc on tourne là fin novembre 2025. Ton départ a eu lieu il y a 6 mois maintenant, donc en juin de cette même année. Si tu avais une chose que tu aimerais changer sur ces 2 années, quelque chose qui t'aurait permis peut-être d'en faire une troisième, est-ce que tu as eu le temps, toi, de te remémorer et de peut-être te faire le film, en sachant que, pour la petite histoire, donc le club, le Stade Toulousain Basket, a changé d'entité. Il y a de nouveaux actionnaires, hein, parmi eux des gens assez connus, hein, comme les Big Flo et Oli, etc. Et peut-être même qu'il y aurait eu ce changement de coach, quoi qu'il arrive. Oui. Euh, comment tu l'as vécu ce départ, toi, par rapport à tout ce que tu as pu mettre en place? Alors, c'est avec mon expérience, je dis bon, Question pas facile, hein, je me doute, hein. non, non, mais je vais y répondre. Bis repetita. J'avais Portes en tête. Ça change à la Ouais. tête. Voilà. Donc ça m'a permis de l'absorber, même si ça n'a pas été facile. Parce que quand vous avez l'avant-dernière masse salariale, l'antépénultième masse salariale, donc 26e sur 28, que c'est la meilleure saison du club depuis 2020 en termes de nombre de victoires. Vous n'avez que 8 pros et que vous avez joué 9 matchs sur 40 au complet, que vous entraînez avec des joueurs de pré-national, donc, etc. Et que bah, le boulot il a été fait, puis voilà, on se maintient. Et les tribunes sont avec l'équipe. Voilà, et on se maintient dernier match, dernier tir, à la dernière seconde, c'est éprouvant. Bon, on va dire, en termes de récompense, ouais, c'est normal, je mérite, j'aurais mérité voilà, de continuer, parce que c'est pas une histoire de compétences. Mhm. Après, il y a un changement de spectre et de projet, et ça, je respecte ça, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais forcément, ça m'a bien secoué. Pour répondre à la première question, s'il y avait quelque chose que j'aurais changé, c'est de peut-être être au plus près des dirigeants et de mon président pour avoir des éléments concrets, être sûr qu'entre ce que j'ai mis en place sportivement et la capacité réelle du club à le mener, est-ce qu'on n'était pas en désaccord? En fait, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que le projet et les visions. Moi, on m'a fait venir pour faire monter le club en Pro B sur 2 ans. J'ai monté un projet pour faire monter le club en 2 ans. Or,
Le C'était club était peut-être pas pas. Et suffisant voilà. Donc en termes de moyens, en termes de temps. voilà, c'est plus ça où ben, quand vous voulez manager, faut avoir les bons éléments et je les avais pas et je suis peut-être pas allé chercher non plus. Donc moi je suis rentré de suite sur le domaine sportif et forcément comme ben, ça peut créer des disparités, il y a un socle financier qui est pas là, faut Bien prendre sûr. du temps. Voilà, mais en même temps, est-ce que ça aurait changé les choses sur la décision du club Peut-être en pas. juin 2025, honnêtement, je crois pas. C'est un tout autre projet avec d'autres personnes, une autre philosophie de jeu. Et puis ce que j'ai fait, je suis fier pour moi. Et quelque part, j'ai participé dans le dur, certes, à faire en sorte que ben, le club puisse continuer avec un autre projet, d'autres visions et d'autres réussites. Et c'est ce que je leur souhaite d'ailleurs, hein. Voilà. Et puis, nul n'est indispensable. En tout cas, on Bien ne sûr. m'enlèvera pas mon professionnalisme et la réussite que j'ai eue dans des conditions qui étaient dégradées à tous les niveaux. Puisque vie pro, quand vous avez deux blessés, le retard est à 6, quand il faut s'entraîner avec des 50% de joueurs pré-nationaux, c'est compliqué, que vous devez gagner des matchs. À la LME, c'est très dense. Voilà, et ça se joue à pas grand-chose. Mais c'est comme ça. C'est la vie de coach de haut niveau. On échange depuis 1 heure et demie et lorsque j'analyse à la fois ton parcours, ta personnalité, tes compétences, tes volontés éventuelles, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Est-ce qu'au fond, tu n'es pas l'homme d'un projet? C'est-à-dire de partir à la création totale, de devenir peut-être un jour président d'un club et d'y amener ta patte, ta touche anglo-saxonne et de pouvoir peut-être cette fois-ci y rester parce que ce sera ton bébé. Si j'en ai les compétences, ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est une volonté d'être président? Je sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai que je suis plutôt je suis un développeur. Je suis quelqu'un qui mène des projets. Je suis un homme de projet, ça c'est sûr. Et des projets qui soient solides. Alors, quand tu dis mon bébé, c'est peut-être un peu trop fort. Le camp de basket, c'est mon bébé avec Victor, mais dans le sens, je suis une capacité à analyser et à proposer des stratégies de développement qui sont adaptées aux personnes déjà en place. Donc, voilà, je suis un Parce que manager tu et parlais, tu as utilisé des termes qui sont clés quand même, hein. Tu es entrepreneur, tu as mis en place des écosystèmes. Il y a des choses comme ça, des petits termes qui me font penser, en tout cas, que tu aurais un profil en tout cas, à mener un projet de A à Z avec toute cette expérience passée des 30 dernières années, quoi. oui, sans aucun doute, parce que vous êtes président de comité, c'est pas rien non plus. Mhm. Voilà, donc j'ai touché un petit peu à tout. Mais oui, ça c'est une vraie question. Je n'ai pas aujourd'hui la réponse. Est-ce que j'en ai les moyens, les compétences? Oui. Est-ce que j'aime développer des projets qui soient novateurs, qui impliquent beaucoup de monde? Oui. Est-ce que c'est mon projet intérieur aujourd'hui? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Merci Laurent pour cet Merci. échange. C'était extrêmement constructif de pouvoir apprécier toute cette carrière. Je vais te poser une dernière question Mhm. pour clôturer cette interview. Si tu avais une table, 6 chaises, tu as la sixième chaise et donc tu as 5 invités autour de toi, que ce soit des personnalités connues ou pas connues du grand public, hein, Mhm. personnes de ce monde ou plus de ce monde. Quelles seraient les 5 personnes que tu inviterais pour passer une belle soirée? Alors, j'ai étonné personne, c'est MJ, avec Jordan, c'est sûr. J'aimerais passer du temps avec Arsène Wenger. Euh, Ah, ouais, 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 parce ouais. que ça, ce qu'il a fait à Arsenal et voilà, la gestion du vestiaire, on va dire, voilà, comment fonctionne un joueur. C'est un joueur, il doit avoir une endurance émotionnelle et pour exister au plus haut niveau, ça m'a intéressé. J'aurais aimé avoir un temps avec le Dalai Lama.
Euh, Par rapport à voilà une notion de vie, des philosophies de vie, comment appréhender la vie, là c'est plutôt du développement personnel. J'aurais aimé avoir Claude Onesta aussi, puisque c'est un des précurseurs du management en France, avec une réussite absolue et à très très haut niveau. Voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde voilà, d'amener des équipes et de faire des choix qui paraissent forts. Voilà. J'aurais aimé pouvoir échanger avec un acteur que j'aime bien, qui est Denzel Washington. Aussi, je trouve que son discours est super, super intéressant. Là, je crois que j'en ai quatre ou cinq. Maintenant, il y en a un. Mais si tu veux rajouter quelques tabourets, tu peux, hein. Y a pas de. Voilà. Et après, donc, Nelson Mandela, faire de la prison, faire le parcours qu'il a eu. Ouais, ouais, il y a quand même une profondeur humaine, une résilience et ressortir de tout ça et en faire ce qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est top. Et enfin, parce que j'aime bien la boxe, mais j'aimerais échanger avec Mike Tyson, qui est le boxeur préféré, mais voir d'où il est parti, ce qui se passe dans sa tête là, parce que c'est quand même, voilà, il y a une, une profondeur qui est animale, c'est quelqu'un qui vient d'endroits comme d'autres, mais c'est mon exemple. Moi, je me rappelle, je me levais très tôt pour voir ces combats qui duraient 6 secondes. Euh, voilà, quelqu'un qui vient comment ça se passe dans sa tête, parce qu'il a une vraie sensibilité, une vraie personnalité animale aussi. C'est quelqu'un qui est dangereux quelque part, fait Mm, peur. mm. Donc comment aussi on peut Décrypter tout ça, quoi. ouais, on peut décrypter tout ça et faire peur à son adversaire hein, avant même d'avoir lancé le combat. Ouais, je pense que là j'aurais un petit peu de tout. Un joli panel, ouais. Ouais, joli panel. Ben, je vais te confier quelque chose. J'ai une liste secrète haute défense, hein, vraiment, dans un coffre, avec mes invités rêvés pendant 10 ans. Et parmi ces invités, il y a Monsieur Arsène Wenger et il y a Monsieur Onesta. Donc on a Ouais, à peu près les c'est mêmes marrant ça. sensibilités, quoi. Ouais, ça Ouais. veut savoir, mais Mais ouais. en tête de liste, j'ai toujours Monsieur Giroud qui revient. Et je rêve d'avoir Giroud en off, et Ouais, ça moi, se c'est fait. effectivement, en fait. Merci Laurent, à la fois pour ton Merci à toi. temps, ta gentillesse, tes précisions et cette capacité à t'entourer et qu'on ressent pendant l'interview. Tu inspires beaucoup, je trouve. Eh bien, Donc merci. merci pour ça, parce que j'imagine qu'il y a de jeunes coachs qui auront l'occasion de découvrir cette interview. Je l'espère. En tout cas, merci pour ton invitation. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager tout ça. Ça m'a permis de pouvoir parler beaucoup. Je parle beaucoup, hein, tu as compris. Non, mais c'était intéressant. J'ai pas voulu te couper exprès parce que c'était inspirant et je pense qu'il faut le voir comme ça. Génial. Merci beaucoup. Merci Laurent, à Merci à bientôt. Ciao, toi. ciao. Salut. Ciao, ciao.